Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat en ligne de la première édition des Regards de terrain. Et le débat de cet après-midi est consacré au film Je n'ai plus peur de la nuit, des réalisatrices françaises Sarah Guillemets et Leila Porcher. Je remercie chaleureusement Leila Porcher pour avoir accepté notre invitation. Alors, comme d'habitude, pour les spectateurs qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la petite main bleue ou alors rédiger votre question en allant sur l'icône Q&A en bas de votre écran. Le débat, au débat, pardon, au débat, il n'y aura uniquement que Leila Porcher. Malheureusement, Sarah Guillemets ne peut être avec nous. Et ce débat sera animé par Eliane Delatour, présidente du comité du film ethnographique, anthropologue et cinéaste. Eh bien, Eliane, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci Leïla d'être ici pour ce film fort intéressant. Et on va peut-être essayer de voir dans un premier temps qu'est-ce qui vous a amené à aller sur dans ce camp de formation. On se souvient qu'il s'agit d'un camp de formation kurde qui forme des jeunes peshmerga. Et il y a deux femmes au milieu de cette troupe d'hommes. Voilà. Donc, ma première question qui m'intrigue, avant de parler du film proprement dit, c'est de comprendre quel est le lien que vous avez avec ce sujet-là. Voilà. En fait, c'est un lien qui s'est construit avant le projet de film, où du coup, j'ai fait des études d'anthropologie et je suis partie faire mon terrain de recherche de master au Kurdistan. Et à ce moment-là, je faisais un terrain plutôt dans des camps qui étaient gérés par le HCR, de Kurdes iraniens. Puis de fil en aiguille, j'ai aussi atterri dans le camp qu'on voit dans le film, dans le camp du Komala, puis dans le camp d'un autre parti kurde iranien qui s'appelle le PDKI. Et depuis 2012, j'y suis retournée presque tous les ans ou tous les 2 ans, plusieurs mois par an. Et ça, enfin, en tout cas, dans le camp du Komala et puis aussi du PDKI, ça a été des rencontres super fortes et des relations d'amitié fortes qui se sont nouées. Et avec beaucoup de liens autour de l'audiovisuel avec les personnes avec que j'ai rencontrées là-bas. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, l'idée du film est née, qu'on a commencé à en parler et qu'on a commencé à monter ça sur pied. Et le rôle de la co-réalisatrice, ça s'est passé, toutes les deux, ça s'est construit comment? Et ben, Sarah est arrivée après. Du coup, moi, ça faisait déjà quelques années que j'allais dans ce camp-là et qu'on commençait à parler du film avec quelques amis là-bas. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Sarah, qui, elle, venait d'entamer une thèse pour laquelle elle faisait du terrain au Kurdistan de Turquie. Et moi, j'étais en train d'organiser pour partir faire des repérages au Kurdistan irakien. Et je lui ai proposé elle faisait du son, du coup, je lui ai proposé de venir avec moi pour les repérages et de prendre le son. Et ça s'est très bien passé. Et à partir de là, on avait envie de travailler à deux. Et du coup, on a réécrit le projet pour que ça soit vraiment une double écriture et de repenser ça un peu plus à deux têtes. Ce qui veut dire que vous faisiez l'image. Ouais. Moi, j'ai fait l'image et Sarah était au son tout le long du projet. Non, ouais. D'accord. Et une fois que vous êtes arrivé, donc vous aviez une connaissance qui vous a permis d'avoir cette confiance et ce regard très, très doux, quoi, notamment avec cette focalisation sur les deux femmes, les deux personnages féminins. Comment vous avez construit votre temporalité? Parce que j'imagine que c'est très répétitif ce qui se passe dans un camp de formation. Et comment vous avez construit la temporalité du film? On a fait beaucoup d'allers-retours au montage. En fait, pendant le tournage, c'était assez complexe parce qu'à la fois, c'est très répétitif et à la fois, il n'y avait pas de routine, dans le sens où ces camps-là de formation, ils servent aussi de filtre à espions, où l'Iran envoie énormément d'espions dans les camps des Kurdes iraniens. Et du coup, le fait que les personnes passent par une formation avant de rejoindre le camp principal, ça permet aux personnes qui les encadrent d'être en relation avec elles et eux sur du long terme, de voir leurs réactions et d'essayer de capter
Les éventuels espions. Et comment? Comment? Comment ils peuvent capter? Il y a à la fois tout un travail qui est fait en amont sur leur vie, essayer de comprendre d'où viennent ces personnes, et à la fois tout un travail d'observation de leurs réactions, d'observation aux mots, de comportements bizarres. Et, et du coup, ce contexte un peu sécuritaire, ça fait aussi que une des données de la formation, c'est que l'emploi du temps n'est jamais donné à l'avance et très changeant, ce qui permet d'empêcher que d'éventuels espions puissent s'organiser, justement. Et du coup, un des intérêts de cette méthode, c'est que les personnes ne soient vraiment pas au courant, donc on ne l'était pas non plus, nous non plus. Du coup, on écrivait beaucoup pendant le tournage pour essayer de se préparer aux séquences et avoir un peu une trame narrative un peu plus solide. Mais on savait que tous les jours, le seul moyen de comprendre ce qui se passait dans la journée, c'était de rester avec les personnes et de prendre les choses comme elles arrivaient. Et des fois, il y avait des choses qui étaient prévues pour le lendemain. On a préparé des grandes séquences pour, et puis on passait la matinée à attendre, ou on était en train de charger les rushs et faire autre chose. Et là, c'était le grand départ pour quelque chose. Du coup, c'était un petit peu dur de gérer la temporalité pendant le tournage. Et après, au montage, vous avez construit sur le cycle de formation, c'est ça? Ouais. Au montage, on est passé par des ours assez différents, justement, sur l'évolution et Enfin, il y a quelque chose qui était assez clair, c'est qu'on avait envie qu'il y ait une progression, du coup, de montrer les débuts, puis après qu'on comprenne qu'ils progressent autant dans leur tête, dans leur corps, dans leur vie, puis dans leur apprentissage. Ce qui a été beaucoup plus dur, ça a été d'alterner ça avec les moments où on les retrouve dans leur chambre et de trouver la juste succession entre la construction de cette progression qui se fait plus avec le groupe et la rencontre avec les filles qui se fait petit à petit. Oui, et là le choix des filles, ça a été immédiat. Enfin, c'était prévu, quoi. Vous vouliez faire quelque chose sur les femmes qui s'engagent. C'était ça l'objet initial? C'est ça l'objet initial. C'était sûr que c'était ça. Après, on ne savait pas. En fait, en fonction des formations, il y a des formations où il y a 2 femmes, il y a des formations où il y en a 10, il y a des formations où il y en a une. Ça arrive très rarement qu'il n'y en ait pas, mais c'est arrivé quelques fois. Et du coup, on savait qu'on voulait tourner sur une formation, mais on ne savait pas qui allait arriver. Ah oui. Comment s'est fait le choix? Parce qu'à un moment donné, vous êtes dans une formation et vous y restez tout le temps, c'est ça? C'est ça. Vous n'en bougez plus du tout. Alors, on a bougé, c'est-à-dire qu'on était sur le camp de formation n'est pas très loin du camp principal. Et du coup, on a eu énormément de chance, c'est-à-dire on savait qu'on avait 4 mois de tournage sur place et on a eu la chance d'arriver 2 semaines avant le début d'une formation et du coup de D'accord. la capter en entier. Et ça, c'était du hasard, c'était vraiment un coup de chance. Et du coup, on a eu 2 semaines pour rencontrer les personnes qui venaient d'arriver, commencer à nouer des relations, introduire le matériel vidéo, parler du projet de film, faire que les choses elles s'installent petit à petit pour tourner. Et puis la formation a commencé. Et du coup, la rencontre avec Elia et Sama, elle s'est vraiment fait sur le tas. C'est les 2 personnes qui sont arrivées pour cette formation à ce moment-là. D'accord, c'est-à-dire que vous étiez dans une espèce de camp de base où il y avait des formations qui partaient, c'est ça, dans la montagne. Et vous c'était comme une sorte de bourse des formations. Et vous étiez une, c'est ça? Non, il n'y a qu'une formation à la fois. Du coup, il y a un camp qui est dédié à la formation. Et nous, on était dans le camp de base et on s'est rendu dans le camp de formation pour le tournage. Après, c'était tellement intense que régulièrement, à peu près tous les 10 jours, on retournait passer 2-3 jours dans le camp principal pour se sortir, prendre du recul, essayer de comprendre ce qui venait d'arriver, reprendre du recul et de l'écriture avant de remettre la tête dedans, se reposer. Ouais. Vous viviez où pendant la formation? Pendant la formation, on avait une chambre. Du coup, il y a plusieurs petits bâtiments avec des chambres et on nous avait donné une chambre où on pouvait loger toutes les 2, qui était entre la chambre des filles et la chambre des commandants.
Et du coup, on a eu cette chance et ce luxe d'avoir une pièce à nous qui permettait de travailler. Et ça, je pense, ça a beaucoup aidé. Et les autres étaient, parce qu'on ne voit pas ça, les autres étaient en dortoir. Ouais, tout le monde est en dortoir, sauf qu'il y a un dortoir pour les filles et un dortoir pour les garçons. Les garçons sont répartis sur 2 dortoirs, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et les filles, elles sont juste toutes les 2. D'accord. Et vous parlez la langue, c'est ça? Oui. Je suis à l'aise pour parler et à l'aise pour comprendre. Après, je fais énormément de fautes de grammaire et j'ai une langue un peu trébuchante, mais on pouvait communiquer dans la langue. Ça, c'est parfait. Et moi, j'ai trouvé votre film extrêmement réussi parce qu'il y a à la fois, comment dire, cette tension quoi, autour d'une formation militaire, avec ce que ça veut dire comme enjeu, et puis en effet tuer. Et, et en même temps, une immense douceur là, que j'évoquais tout à l'heure, une immense douceur avec ces moments féminins et l'hésitation, l'incertitude. Je trouve très très en place et on n'est pas dans une mécanique guerrière. On aurait pu aller par là avec ce jeune commandant, je ne sais pas comment il l'appelle, je ne me souviens plus. Émine. Oui, voilà, qui est assez vigoureux et ça aurait pu tirer de ce côté-là un côté assez masculiniste. Et en réalité, il y a ce contrepoids quoi, de l'hésitation des femmes à faire, pas qu'elles soient capables ou pas, le problème n'est pas là, c'est juste aussi cette très belle hésitation à tuer, quoi, qu'on voit au moment où elles font leur premier tir. Quoi. Et elles sont sous le choc le choc émotif, pas simplement que l'arme recule, il y a un choc émotif sur le bruit que ça fait, comment ça part, etc. Et ça, je trouve ça très, très, très beau, très sensible. Quoi. C'est une sorte comme ça, de version militaire sensible sur, sur une guerre, en fait. Et j'ai aussi beaucoup aimé comment dire, le fait que ça soit tout le temps de rapport d'humain à humain. Et très peu, je ne sais pas s'il y en avait, si vous avez évité de la filmer, si c'est vous ou si c'est par hasard, c'est très peu idéologisé. Ça aurait pu être une espèce de bourrage de cerveau insupportable, quoi. Et ça l'est pas du tout. On est tout le temps dans des trucs de tension très forte, de pouvoir, il y a du pouvoir, il y a de la domination, c'est une évidence, tout le temps. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait éclater ça tout de suite ça décompresse instantanément par un rire, par une blague, par je ne sais quoi. Et cet équilibre-là, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. Bah, ça me touche déjà, c'est ce qu'on a essayé de faire, du coup, je suis émue d'entendre ça. À la fois, c'était le but, on n'avait vraiment pas... Enfin, c'était un peu l'écueil en allant tourner un film dans un parti de guérilla. On savait que le pont était là, quoi, de faire un film de propagande et de resservir quelque chose de plus discours. Et c'est pas du tout ce qu'on avait envie. Et du coup, on a beaucoup réfléchi à ça. Et en même temps, ça nous était aussi donné dans l'acceptation qu'on a eu de tourner et dans le projet qu'on avait, il y avait cette idée claire que eux, ils produisent leurs images de propagande. Il y a une télévision clandestine qui émet en Iran, qui est regardée, dans lesquelles il va avoir des clips, des vidéos, on voit les peshmergas dans la montagne, dans quelque chose de beaucoup plus solennel. Et là, on s'était mis d'accord sur que le projet, il devait aussi montrer les fragilités, il devait aussi montrer les hésitations, parce que pour nous, c'est ça qui nous avait touchés dans cet endroit-là, dans ce que ça permet d'identification, de parler de personnes réelles et pas de parler du mythe du peshmerga ou d'un idéal de guérilla ou de révolution, mais de partager concrètement comment ça s'inscrit dans les corps et dans la réflexion des personnes au moment où ils essayent de le faire et que ça devient plus si simple.
Ouais. Ça, c'est très, très réussi, là, je dois dire. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, Barberine? Je ne vois pas de questions, mais je vous invite tous à en poser. Ah si, il y en a une. Alors Juliette, tout d'abord, félicitations, le film est très réussi. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, si possible, sur la trajectoire personnelle d'Elia et Sama? Oui. Du coup, les deux, elles viennent de milieux très populaires. Sama, elle vient plutôt d'un milieu rural. Sama, c'est un peu particulier par rapport aux autres personnes du film parce qu'elle vient d'une région du nord du Kurdistan d'Iran qui parle un dialecte différent. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'elle a ce rapport à la langue qui est différent et qu'elle galère beaucoup au début du film, c'est qu'elle ne parle pas la même langue que les autres. Elle parle le kurmanji. Et Sama, elle a été mariée très jeune, à 12 ans. Et à ce moment-là, elle avait déjà un projet d'essayer de rejoindre la guérilla parce que c'est ce que, juste avant son mariage, c'est ce qu'a fait sa grande sœur, qui malheureusement est morte très vite, quelques mois après son engagement. Et ça a un peu coupé l'herbe sous le pied de Sama, ce qui a fait qu'elle a été mariée. Elle a eu 2 enfants, 2 filles. Et ça lui a pris jusqu'à ses 29 ans pour réussir à se sortir de cette situation. Son séjour dans la famille de son mari, ça a été extrêmement violent pour elle. C'est un homme très, très violent. Elle a fait le choix de partir en laissant là-bas ses 2 filles qui sont encore dans sa belle famille, avec lesquelles son mari continue d'être très violent. Il a brûlé le visage de sa fille à l'acide quand Sama est partie. Et du coup, pendant toute la formation, elle les a eus régulièrement au téléphone parce que son mari espérait qu'en la laissant parler avec ses filles, ça la ferait revenir. C'était des moments qui étaient super durs pour Sama parce que ses filles, effectivement, lui demandaient de revenir, lui disaient que ça se passait mal. Et quelques années après, elle a réussi à faire un aller-retour clandestin en Iran et aller voir. Et je pense que ça l'a beaucoup apaisée. Je pense que ça l'a beaucoup. Enfin, que c'était un moment un peu charnière de savoir si, en les voyant, elle allait rester avec elle ou si elle allait réussir à revenir. Et je pense que ça a vraiment fait un basculement dans sa tête sur le fait qu'elle avait fait le bon choix et qu'elle avait fait le bon choix non seulement pour elle, mais aussi pour ses filles, dans l'idée de leur donner un espoir, en fait. Qu'on peut partir, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut faire des choses, qu'on peut se réaliser. Et elle a des paroles maintenant qui sont assez dures, mais qui sont aussi assez belles de dire bah ouais, là, elles vont avoir une adolescence qui va être violente et difficile. Ça a été pour le cas pour elle aussi, et elle a réussi à s'en sortir. Et quand ces filles, elles auront 16 ans, elles auront 18 ans, il y a un jour, elles arriveront à partir et à faire leur vie à elles parce qu'elles auront vu que c'est possible. Et du coup, maintenant, elle est beaucoup plus apaisée avec ça. Et Elia, elle a un parcours, elle vient de la ville. Elle a aussi été mariée assez jeune, à 16 ans. Elle a aussi eu un fils assez rapidement. Sauf que elle, son mari l'a répudiée quand son fils avait 3 ans. Et à ce moment-là, s'est posé la question de où aller vivre. Son mari est parti avec son fils. Et sa famille a beaucoup traîné des pieds pour accepter de la reprendre en charge. C'est son oncle qui l'a pris en charge, mais en fait, ça a tourné à de l'esclavage, de l'enfermer et lui faire des tapis. Et du coup, un jour, elle a juste... au point qu'elle avait même pas un tchador, qui est cette espèce de manteau, une pièce là qu'on met, parce tellement elle sortait jamais. Et un jour, elle a juste pris sa décision au milieu de la nuit. Elle a pris le tchador de sa belle-mère et elle est sortie dehors. Et elle a réussi à marcher jusqu'à la maison d'une amie d'enfance à elle, avec qui elle était à l'école. Et de fil en aiguille, elle a fini par réussir à rejoindre le Komala au bout de quelques mois. Et du coup, voilà, elle, ça a été plus dur. L'arrivée et l'adaptation. Une fois la formation finie, l'arrivée au camp principal, elle s'est repris aussi une grosse claque de questionnement sur sa vie et de ce qu'elle avait envie de faire. Et puis, on sait qu'elle est partie à peu près 1 an et demi après le tournage. Elle est retournée en Iran. Et
il y a une règle qui sert à protéger les personnes qui font ce choix parce qu'ils sont évidemment repérés déjà par l'État iranien et du coup suivis de près et du coup ils risquent la prison, et qui est de ne pas faire circuler aucune nouvelle sur eux, et que les rares personnes qui pourraient éventuellement savoir quelle a été sa décision et où elle est partie ne vont pas en parler, et les autres ne vont jamais poser de questions. Du coup, on ne saura probablement jamais comment elle va et ce qui lui est arrivé, et on espère que ça va. Vous lui avez laissé un moyen de vous joindre? Nous, quand on est parti la dernière fois qu'on l'a vue, elle a nos numéros de téléphone et nos adresses. On ne sait pas si elle a pu partir avec, on ne sait pas. D'accord. Je vois qu'il y a des questions. Oui, il y a une question de Dan qui demande si c'est la présence de la caméra qui suscitait les rires pendant les entraînements ou bien si c'est la tension de la situation. La tension de la situation. Des fois, la caméra, ça pouvait être un jeu aussi, mais globalement, les gens riaient beaucoup tout le temps, qu'il y ait la caméra ou qu'il n'y ait pas la caméra. Ouais, moi, je me demandais quelque chose par rapport à une séquence qui est au début du film, où il y a une sorte d'entraînement à l'éloquence, justement, enfin, de maîtrise de la parole en public et du chant, où le commandant demande à un jeune homme d'être capable de chanter en public. Ça a l'air d'être vraiment dur pour lui. Et à plusieurs reprises dans le film, il insiste sur le fait qu'on doit être capable de parler en public, d'être sûr de soi. Et j'ai trouvé ça super intéressant déjà que vous l'ayez laissé dans le film parce que c'est plutôt quelque chose qui s'adresse aux hommes visiblement et en même temps, je sais pas, c'est curieux comme forme d'entraînement militaire, non? C'est ça aussi que dans ce groupe-là, le militaire, il doit servir la politique, et c'est la politique avant tout. Et la politique, un des premiers objectifs, c'est aussi de pouvoir diffuser une réflexion et une parole, et que, du coup, les aider à ne pas oublier que le militaire, il sert à rendre ça possible, et que du coup c'est central et pas du tout accessoire. Après, dans les rushs, on avait aussi les passages de Sama et Elia. En fait, tous les jeudis soirs, du coup, au Kurdistan, le jour de congé, c'est le vendredi. Du coup, tous les jeudis soirs, il y avait une soirée organisée où tout le monde devait passer, chanter une chanson, raconter une histoire, dire quelque chose en public, et puis après, il y avait des danses. Et du coup, Sama et Elia passaient aussi systématiquement. Mais dans ce que ça racontait et de comment on a construit la narration, finalement, c'est pas resté au montage. Vous avez... Ah, moi, Pardon, vas-y, Laurent. disons que oui, moi j'avais une question, c'est concernant vos rapports avec l'état-major, enfin en tout cas les officiers. Parce que ils sont très à l'aise devant votre caméra, ils se laissent facilement filmer. Il n'y avait pas d'interdiction, de problème, de choses à ne pas montrer. Comment ça se passe? On s'était mis d'accord. Il y avait des choses, il y avait des interdictions et des choses à pas montrer. Ça, on était au clair avant de commencer à tourner. C'était très peu de choses. On nous a vraiment laissé carte blanche et une confiance vraiment très grande. Et c'était assez touchant qu'on nous fasse cette confiance-là. Et Komar, du coup, qui dirige le camp principal, qui est le très très grand qu'on voit à plusieurs reprises dans le film, c'est un ami que je connaissais déjà depuis plusieurs années avant le tournage, et du coup avec qui il y a un lien de confiance de long terme qui est en dehors du projet de film. Et du coup, il y avait voilà, on nous a vraiment donné carte blanche et possibilité d'être là où on voulait, comme on voulait. Et quand ça posait problème, on nous disait. On disait là, il ne faut pas tourner, là, ce n'est pas le moment. Et ça s'est fait de manière assez fluide. Il y a une chose que je n'ai pas bien saisie, c'est vous avez dit que vous aviez fait un doctorat d'anthropologie qui vous a amené sur la question kurde. Qu'est-ce que vous avez travaillé
Vous avez passé une thèse, c'est ça, en anthropologie? Ah non, moi, je me suis arrêtée au master et Sarah avait commencé une thèse, mais qu'elle n'a pas terminée. Ah, d'accord, d'accord. Et là, au niveau anthropologique, vous avez travaillé sur quoi? Quels étaient vos objets? Alors, quand je suis arrivée dans cet endroit-là, je faisais un mémoire sur la manière dont les femmes, enfin, la manière dont les stratégies de migration sont genrées. Et après, j'ai travaillé sur comment le genre peut être un outil de diagnostic des rapports de pouvoir à l'intérieur d'un parti de guérilla. Et du coup, je travaillais sur ce camp-là et puis sur les camps d'un autre parti qui s'appelle le PDKI. Et Sarah, elle travaillait plus sur des questions de subjectivité des combattantes kurdes avec un terrain au Kurdistan de Turquie et puis après au sein du Comala avec des Kurdes iraniennes. Et ça, c'est quelque chose que vous allez continuer au niveau anthropologique ou quand vous dites que vous avez arrêté, vous avez tout arrêté en anthropologie? Alors, j'ai complètement arrêté ce qui est relation avec l'université. Après, je pense que ma formation d'anthropologie, elle se sent dans le cinéma que je fais et que j'ai envie de faire et que j'ai envie de continuer là-dedans. En fait, après mon master en anthropologie, j'ai voulu continuer en thèse et j'avais déjà l'idée de film et j'avais envie de pouvoir regrouper les deux. Et du coup, je suis partie faire un master en réalisation documentaire dans cette idée-là. Et de fil en aiguille, le film a pris beaucoup de place et j'ai décidé que c'est ça que j'avais envie de faire. C'était donner cette place-là à ce film et le temps nécessaire pour réaliser convenablement. Et du coup, j'ai abandonné l'idée de la thèse. Mais j'ai adoré faire de la recherche et je pense que c'est quelque chose qui me structure ma pensée et que j'espère qu'il va continuer. Oui, mais pas en tant que chercheuse, en tant que cinéaste. Ouais. Il y a une question d'Alexia. Merci pour votre film. Je me demandais comment les questions féministes, plutôt théoriques, que l'on voit transmises à un moment de classe, s'incarnent concrètement dans les pratiques. Est-ce qu'il y a de véritables évolutions dans les rapports de genre au sein même des personnes de la formation? Je pense que la réponse, elle est double. Oui, il y a de véritables évolutions, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'au moment où les personnes arrivent dans cette formation, la société kurde iranienne, elle est énormément ségrégée sexuellement et du coup, c'est pour la plupart des personnes la première fois qu'ils se retrouvent en mixité de cette manière-là et à devoir fonctionner avec des personnes du genre opposé et c'est un énorme changement qui remue énormément les personnes et qui provoque des gros bouleversements. Après, c'est ce que dit aussi Kaussal dans son cours, c'est-à-dire que les choses, c'est pas magique et ça prend énormément de temps et que c'est pas parce qu'ils ont décidé au sein du parti qu'ils voulaient organiser une égalité qu'elle est effective dans les rapports sociaux et bien sûr le patriarcat il continue d'être là et il continue d'avoir plein de problèmes pour les femmes qui y vivent, mais au-delà de ces problèmes, je pense qu'il y a quand même un premier pas et une réussite dans le sens où les choses se font moins naturellement, sont remises en question et il y a une véritable lutte interne des femmes à l'intérieur de ces camps et de ce parti pour se faire une place, pour se la maintenir et pour faire changer les choses. Mais c'est un effort constant, c'est pas magique parce qu'il y a une parole qui a institué l'égalité, elle est réelle. C'est pas vrai seulement de ce parti, c'est vrai au niveau de toute la société kurde, non? Puisqu'on voit depuis longtemps maintenant des images de ces femmes kurdes dans les combats. Donc c'est une évolution qui a été une évolution de la société kurde. Oui, je pense que ça fait depuis les années 80 qu'il y a des femmes qui rejoignent les guérillas dans les différentes parties du Kurdistan et je pense qu'effectivement il y a un effet de société. Il y a aussi un conservatisme qui reste et un retour conservateur aussi depuis les années 2000 dans certaines régions. Du coup, les choses, elles ne sont pas linéaires non plus, quoi. Et par exemple, est-ce qu'au niveau des officiers supérieurs, il y a des femmes? Très peu. Des commandants, des capitaines, enfin voilà, Il y en a très, très peu. très peu. Là aussi, ça met du temps à évoluer.
Ouais, il y a eu des grandes commandantes, mais qui sont maintenant aussi à la retraite, quoi. Mais oui, c'est super long. C'est super long aussi parce que c'est toujours ce double truc il y a une pression qui fait qu'elles n'arrivent pas à ce poste-là, et il y a l'autocensure et le fait que en ayant été socialisée en tant que femme, il y a une confiance en soi qui est beaucoup plus dure à acquérir, et du coup à revendiquer ces postes-là et à capacité égale à se dire d'être capable de les prendre. Vous avez vu le film de Stéphane Breton sur les conflits? Oui, je l'ai vu il y a longtemps, mais oui. Là, il y a une commandante qui est à la tête de cette petite troupe de femmes. Est-ce que c'est une situation différente de celle que vous avez rencontrée? Bah, c'est dur à dire. Enfin, je pense qu'il y a la différence. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, le PKK en Turquie et en Syrie a pris depuis assez longtemps maintenant un parti pris de faire des unités non mixtes. Pour plein de raisons, et alors que les partis kurdes iraniens ont, eux, pris un parti pris de faire des unités mixtes sur un discours de se dire qu'en fait, ils combattent l'État iranien qui, lui, va revendiquer une non-mixité, et que du coup, c'est une manière de contrer le discours de l'État de revendiquer cette mixité. Et du coup, je pense que c'est assez différent d'évoluer dans des unités combattantes de femmes ou des unités mixtes, parce que ça pose des questions et des difficultés assez différentes. Il se trouve, depuis quelques années, il y a des unités au Comala qui fonctionnent aussi en non-mixité de manière... Enfin, c'est des postes qui ne vont pas forcément rester sur une grande longueur, mais il y a des postes de sentinelle qui sont gérés que par des femmes, et du coup les femmes peuvent choisir d'aller passer 8 mois, 1 an au poste de sentinelle non mixte, et puis après réintégrer un autre poste mixte. Yves voudrait savoir si vous pourrez retourner projeter le film sur place. Bah, pour l'instant, il y a le coronavirus, du coup c'est compliqué de voyager. La situation en Irak avec le virus est vraiment mauvaise, et l'accès à la santé est aussi extrêmement mauvais pour les personnes. Du coup, pour l'instant, il n'est pas trop question d'y aller. Mais on attend ça. Enfin, c'était prévu qu'on y aille au printemps, puis à l'automne, et on attend impatiemment de pouvoir aller le montrer sur place. Vous voulez continuer dans cette voie kurde, continuer à faire une œuvre autour de ça? En tout cas, il y a encore des choses, encore des fils à tirer. Oui, toutes les deux. Toutes les deux, je pense. Chacune, enfin, on a des idées différentes chacune de notre côté, et peut-être qu'il y aura d'autres choses qui se feront ensemble, mais ouais, il y a encore cette envie. Et comment vous avez produit votre film? Du coup, on a travaillé avec 2 boîtes de prod, une qui s'appelle Sister Prod, qui est basée entre Paris et Bordeaux, et une qui s'appelle Les Productions du Lagon, qui est basée à La Ciotat. Ah oui. Et ça a été long et compliqué à financer. Et au final, au niveau financier, ça s'est un peu débloqué avec l'achat d'une version 52 minutes par France 3 Corse, par Viastella. Du coup, il existe une deuxième version du film en 52 minutes qui a été diffusée en télé. Vous n'avez pas pu avoir au niveau de la production une chaîne. Comment? Vous n'avez pas pu avoir au niveau de la production une chaîne. C'était un préachat. Ah, c'était un préachat, oui, d'accord. Et c'est tout. On a eu le CNC, on a eu l'aide au développement et la ProCirep, et on a eu les aides de région PACA et Aquitaine. Moi, je me demandais par rapport à l'engagement des hommes et des femmes. En fait, on a l'impression que c'est très différent parce que les femmes, c'est une rupture double puisque en fait, elles laissent souvent leurs enfants et c'est pas forcément enfin, les hommes aussi laissent leurs enfants, mais ils ne s'enfuient probablement pas de leur famille de la même façon, puisque les femmes, elles quittent en cachette leur mari, et leurs enfants, en fait.
Donc, ça fait vraiment une rupture familiale complète et très douloureuse. Est-ce que c'est pas forcément non plus le cas des hommes qui s'engagent dans le… Non, je pense clairement il y a une grosse différence. Après, le cas de Sama Elia, c'est pas non plus le cas de toutes les femmes où, par exemple, c'est Kaussar qu'on voit qui donne le cours de féminisme. Ses deux parents ont été peshmerga du Komala. Elle vient d'une famille très politisée. Elle a été militante clandestine en Iran pendant des années avant de devoir fuir pour éviter la prison. Et du coup, c'est vraiment l'État qu'elle a fui et pas sa famille. Elle continue d'avoir le soutien de sa famille et un entourage militant de son passé clandestin en Iran. Du coup, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Mais après, clairement, même pour Kaussar, qui avait cette énorme expérience militante avant et énormément de relais, partir, ça a été beaucoup plus complexe que pour les hommes. En fait, se déplacer pour les femmes, c'est plus compliqué. Du coup, réussir à atteindre un point où on ne sait pas où on va, où il faut trouver les gens, où il va falloir avoir plein d'étapes sur la route et traverser la frontière, ça pose tout un tas de problèmes que les hommes n'ont pas. Oui. Mais ça, on le voit dans la séquence vraiment extraordinaire, d'ailleurs aussi, qui donne beaucoup à réfléchir sur la caméra, sur le terrain. La séquence où Sama, finalement, vous Ouais. donne à entendre son traumatisme. Et on comprend bien quand sa copine lui dit mais tu ne me l'avais pas dit. Et bon, au début, elle ignore, elle ne répond pas. Puis après, elle lui dit mais si, je te l'avais dit. Enfin, moi, en tant que spectatrice, je me suis dit non, elle ne lui avait jamais dit. Mais elle le dit à la caméra, elle le dit à vous parce que vous êtes là à ce moment-là et qu'elle veut le dire dans le film, en fait. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment pour le film qu'enfin ce Oui, traumatisme. que la parole, qu'elle a pu dire ça et réussir à poser des mots dessus. C'est sûr que la caméra, là, à ce moment-là, avait déclenché ça, quoi. Ouais, ouais. Donc, il y a Dilo qui voudrait poser une question. Il a levé la main. Enfin, il ou elle, je ne sais pas si c'est un garçon. On va faire des invitations genrées. Donc, je lui donne la parole. Dilo, vous pouvez poser votre question. Vas-y, Dilo. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Dilo. Vous pouvez poser la question. J'ai l'impression que Dilo a disparu. Une question en… Bon, en attendant, j'ai une question de Serge qui demande si vous avez trouvé un moyen de diffusion plus large en France. Eh ben, Dilo, il est là ou pas? Bah, va voir s'il est sur son bureau ou pas. Dilo? Je vais couper et je vais lui envoyer un message. ok. Ouais. La question de la diffusion. Bah, pour l'instant, on galère parce qu'il y a les confinements. C'est-à-dire que la première du film devait se faire pour l'occasion du cinéma du réel à Paris en mars. Et on avait plusieurs projections prévues ensuite. Et on a été confinés, tout a été annulé. Là, on avait réussi à avoir plusieurs sélections en festival tout le mois de novembre, passer pour le mois du film documentaire, avoir quelques cinémas qui nous proposaient des projections. Et ça a de nouveau été tout annulé. Donc, on attendait un peu d'y voir plus clair sur la suite pour essayer de réorganiser de nouveau des projections. Et on espère que cet hiver, ça va pouvoir se débloquer un peu et qu'on va pouvoir enfin avoir le film en salle et ressentir ce que c'est que le cinéma en présentiel et profiter de ça. Alain voudrait savoir si vous arriviez à supporter les échanges avec tant de traumatismes très forts sans que cela soit trop fort pour vous. C'est fort. Après, ça fait partie de la relation et c'est des personnes avec qui on a développé aussi des amitiés et où c'est important d'échanger sur de l'intime. Et du coup, il y a des choses qui sont passées par la caméra, d'autres qui sont passées sans la caméra et c'est
c'est sûr que ça demande de l'accueillir émotionnellement, mais c'était aussi le but de la rencontre. Mais cette intimité, elle s'est faite très vite parce que vous étiez des femmes. Je pense que Ouais. clairement, elles étaient 2 du coup dans ce camp de formation, qu'on est arrivé à 2 femmes, ça a doublé le nombre et que ça faisait sens de partager, d'être ensemble. Elles étaient on a eu la chance qu'elles soient super enthousiastes du projet de film. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose dans ce moment de formation, que c'est un moment hyper intense dans la vie de ces personnes. Et du coup, il y a cet effet cet effet colonie de vacances, en fait, d'un moment hyper intense émotionnellement, dans une espèce de bulle temporelle et spatiale, qui fait que les choses, elles vont très vite dans les manières de se développer. Oui, parce que vous étiez aussi en dehors. Vous étiez dedans, dans cette dedans, mais aussi en dehors de tout. Ouais. Il n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus de contexte d'une certaine façon. Il y a une espèce de hors-temps Ouais. qui permet aussi ce rapport d'intimité, de se nourrir, de se développer, etc. C'est comme quand on travaille dans une prison, on peut aussi accéder très vite à l'intime avec un détenu parce qu'on est aussi dedans, dehors, quoi, à la fois dans une bulle et il y a quelque chose du coup parce qu'on est en dehors de tout, permet quelque chose sur un autre registre, sur un autre mode de relation. On construit autrement les choses. Tout à fait, ouais. Et je me souviens plus de son nom, celle qui a 2 enfants, 2 filles, qui est brune. Oui. Celle-là, est-ce que je trouve que c'est un personnage extraordinaire, d'une force incroyable. Est-ce que vous allez la retrouver dans, je sais pas, un de vos films ou simplement à titre amical? Est-ce que voilà, il y a un lien pérenne qui s'est instauré avec elle? Il y a un lien pérenne. On échange, on s'est au téléphone, on échange souvent. C'est Ah oui, sûr, elle c'est un est, lien qui reste. elle est très belle d'abord. Elle est extrêmement belle. Déjà, voilà, il y a quelque chose de fort et de beau avec elle. Et quand dans cette chambre, tout à coup, on comprend ce qu'elle a laissé derrière elle, ça en fait une sorte de guerrière et avec cette chose cachée qui est tellement importante, quoi, qu'il a sous la cuirasse, quoi. Il y a ça, il y a s'il y a ces 2 filles sous la cuirasse, elle le dit à un moment dans son cœur, je sais pas comment elle les place là. Et ça en fait un personnage étonnant, quoi, qui attrape l'image et la lumière de façon incroyable, je trouve. Alors, comme ça, on a quelquefois des chances avec des personnages qui attrapent la caméra plus que ce que la caméra ne les attrape. Ouais, non, Sama, ça a été super simple d'introduire la caméra et super fluide. C'était super agréable de la filmer. Et elle n'a pas elle n'a pas eu envie de descendre avec sa Kalachnikov, flinguer son mari, récupérer ses filles. Je n'exclus pas que ça ait pu lui passer par la tête, mais en tout cas, pour l'instant, il y a eu beaucoup de questions autour de réussir à faire venir ses filles et son choix, pour plein de raisons un peu compliquées, ça a été de se dire qu'elle ne pouvait pas et qu'elle allait attendre que ses filles arrivent à la rejoindre. Ah oui. Quand on voit le film iranien de Merdat, où ces jeunes filles passent à l'acte pour tuer des pères qui sont d'une violence incroyable avec leur mère, au nom de l'amour de leur mère, d'un coup on fait des liens là comme ça. Vous l'avez vu ce film? Oui, je l'ai vu et il m'a beaucoup touchée. Ouais. Ouais. Et du coup on voit ces femmes qui, bon, soit fuient, soit passent à l'acte en réalité. Ouais. Ces hommes d'une violence et qui sont dans une domination absolue, laissant aucun espace, rien. Et c'est vrai que la question du passage, du passage à l'acte se pose avec des femmes
comme ça qui passent à l'acte de l'arme, puisqu'elles se forment militairement, quoi. Elles ne se forment pas pour échapper en ayant un métier, je ne sais quoi, je sais pas quoi, de coiffeuse, quoi. C'est vraiment autre chose qu'elles choisissent. Et on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre, du coup, qui leur permet de mûrir autrement, avec une arme. Et je pense qu'on on pense différemment quand on a une arme dans les mains. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose du domaine de la construction de soi. Enfin, je pense que c'est pas toujours un choix où, en fait, pour s'échapper, il n'y a pas forcément d'autres portes ouvertes. Ouais. Et du coup, c'est cette porte-là qu'elles peuvent choisir, pas forcément de manière très réfléchie ou parce qu'elles n'auraient pas choisi une autre. Et après, je pense qu'il y a un rapport à l'arme et au militaire qui fait de se donner à soi une capacité d'agir et se donner à soi une puissance qui est quelque chose de nouveau dans leur vie et qui donne un rapport à soi et au monde super différent. Oui, c'est évident. Le titre est difficile. Mais concernant ces femmes, est-ce qu'il y en a qui font des opérations offensives sur le territoire iranien? Ou parce que souvent il est dit elles sont sentinelles, donc elles protègent les camps. Mais est-ce qu'elles retournent de temps en temps faire des opérations en Il y Iran? en a, ouais. Il y a très peu d'opérations en ce moment. Du coup, il y a très peu d'équipes qui partent, mais dans les équipes, il y a des femmes. Mais en fait, c'est des personnes qui sont là depuis longtemps. C'est aussi, en fait, les postes de sentinelle, ils servent aussi de formation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que les personnes sont considérées bonnes militaires au bout de 3 mois de formation et que cette formation, c'est un espèce de tronc commun pour tout le monde qui est à la fois politique et militaire et qui permet de se dire bah, tout le monde a une base politique commune et tout le monde a une capacité de se défendre commune. Et après ça, il y a plein de personnes qui vont quitter des rôles plus militaires pour aller travailler pour la télévision clandestine, pour faire de la radio, pour faire de la régie du camp, être secrétaire, faire la cuisine, être dans tout un tas d'autres rôles possibles. Et la plupart des personnes ont quand même des tours de garde obligatoires et du coup gardent un contact avec le militaire sans que ça soit leur activité principale. Et il y a des personnes qui choisissent de justement se spécialiser plus dans le militaire et du coup il va y avoir plein de formations petit à petit pour aguerrir un niveau plus haut en fait qui permet ensuite de faire des missions dangereuses. Une apparition là tout à l'heure. Non, bah Dillon, je lui ai demandé de poser sa question dans le chat, mais non, n'arrive pas. Je vais réessayer de lui donner la parole, mais sans garantie. Dilo? Dilo, vous pouvez poser votre question. On peut vous entendre. Alors, j'arrive pas. On vous entend. Ah, vous m'entendez? C'est pas Dilo, moi, c'est Sema. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Voilà. Moi, c'est Sema. Je crois que mon téléphone et le téléphone de Dilo, ils ont eu un truc parce qu'on écoute en même temps. Dilo écoute là-haut, c'est mon fils. Et moi, c'est maman. Je m'appelle Sema. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Je n'ai pas regardé le film, le documentaire, mais j'ai eu par via de Kurdistan féminine, votre Zoom, et j'ai voulu écouter. Je suis en train d'écouter. Je voulais poser la question. Pendant tous vos séjours là-bas, que vous avez passé au Kurdistan, je crois que vous avez été le côté Iran, Irak, je ne sais pas, je crois que le côté Syrie aussi peut-être. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a changé au point de vue. Non. Est-ce que ça vous a changé quelque chose par rapport à votre point de vie aujourd'hui quand vous retournez dans votre vie normale? Parce que
c'est un endroit quand même assez isolé. Moi, je suis une Kurde de Turquie et je vis en France. Et donc, comme je connais très bien la vie, comment ça se passe là-bas, mais surtout depuis qu'il y a une guerre forte et les hommes et femmes, ils se battent ensemble à la montagne, ça fait 40 ans, bien sûr. Et on a commencé à parler de ces femmes et hommes, surtout depuis 2011, quand Daesh a éclaté, l'État islamique s'est éclaté. Et les Kurdes, ils ont commencé à se battre depuis 2011, mais on ne les a pas entendus et on ne les a pas vus jusqu'au malheureusement, ils ont commencé à s'attaquer ailleurs dans le monde, en Europe, en France ou ailleurs. Jusqu'au-là, on n'a pas écouté, on n'a pas vu, on n'a pas donné un coup de main aux Kurdes. Beaucoup de jeunes Kurdes, malheureusement, ils se sont fait tuer, massacrer et que ça continue toujours d'ailleurs. Et cet passage là-bas au Kurdistan, qu'est-ce que ça vous a changé, votre point de vue? Il existe des choses comme ça aussi ailleurs dans le monde. J'aimerais savoir votre point de vue par rapport à la vie ici, ailleurs, etc. J'arrive pas vraiment me faire comprendre peut-être. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais vous poser comme question ou pas? Alors, ça me paraît très large, mais oui, bien sûr, ça a complètement changé mon rapport à la vie ici. En fait, pour moi, les rencontres que j'ai faites, ça a été des rencontres amicales, mais aussi sur une pensée politique qui m'a fait faire des kilomètres en avant dans ma pensée, dans mon regard sur le monde. Et je pense que c'est quelque chose que je porte quand je suis en France et qui compose mon regard sur le monde quand je suis ici. Oui. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, parce que les femmes kurdes qui ils sont allées se battre, ils se sont fait tuer, ou là, ils sont en train de construire une vie là-bas toute seule, sans aucune aide ailleurs, surtout sur le parti Kurdistan de Syrie. Là, maintenant, ce que les femmes et les hommes ils sont en train de faire, c'est extraordinaire parce que sans aide, sans rien, ils sont en train d'exister toutes seules. Et donc, ces femmes-là, pendant longtemps, ils ont été exposées un petit peu médiatiquement comme des héros, comme de je ne sais pas quoi, mais ce n'était pas ça finalement. Ce ne sont pas des héros. Ce sont des personnes qui sont obligées de faire cette guerre. Parce que j'ai beaucoup de personnes que je connais aussi, ils sont battus se combattre, ils ont été, voilà, là-bas aussi, parce que je suis une Kurde aussi, on est réfugié politique aussi ici en France, malheureusement. Non, pas malheureusement, heureusement, je suis en France parce que j'adore la France, tout ce que la France nous a donné, on ne peut jamais rendre à la France. Donc, parce qu'il y a beaucoup de Kurdes qui se sont réfugiés en France et la France est un pays démocrate ou un pays de droit. On a trouvé notre place, mais avec beaucoup de nostalgie envers notre pays, bien sûr. Donc, moi, je comprends mieux les femmes et les hommes, les jeunes qui se battent là-bas, qui font la guerre. Donc, comme je vous avais dit, ils sont trop médiatisés, comme si que voilà, cette guerre, ça fait aussi, c'est pas comme dans les films.
en fait. C'est une vie dure. C'est une vie, parce qu'il y en a des amis qu'on parle, il y a des jours où ils mangent que du pain dur et un peu de sauce tomate comme tartine pour manger, etc. Une vie extrêmement dure, mais ils n'ont pas d'autre choix que se battre. Et je crois que les coalitions internationales, ils n'ont pas aidé les Kurdes. En fait, ils ont fait genre d'aider un petit peu, mais franchement, non. Je crois que c'est à cause de les relations internationales. Par exemple, la pression de la Turquie, là où il y a le Kurde, il y a partout la pression de la Turquie et ils ne laissent les Kurdes vivre nulle part normalement. Et vous, j'admire aussi ce que vous avez fait. Moi, je n'ai pas encore regardé, j'ai eu un petit peu, voilà, de la part de ceux qui ont regardé. J'admire aussi quand même des personnes comme vous, jeunes, ils ont sacrifié autant de temps, ils ont passé le temps, filmé, documenté ce que dans un autre coin du monde, il y a des choses comme ça que vous avez essayé de passer peut-être un message, etc. Et j'admire et je vous en remercie en tant qu'une Kurde. Merci. Et une dernière question, après je pense qu'il faudra arrêter. C'est Alain voudrait savoir si il n'y a qu'au Kurdistan ou bien si on trouve ailleurs de telles écoles. Attendez. Si de telles écoles de guérilla démocratique et féministes existent ailleurs dans le monde. Bon, je pense qu'il faut regarder du côté de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Je pense que oui, ça existe ailleurs dans le monde. Et qu'il y a eu en Asie, enfin non, je pense que c'est pas un cas isolé, que c'est des époques différentes mais il y a tout un tas de personnes qui ont documenté ça et qui travaillent là-dessus et tout un tas de groupes de femmes qui sont présentes dans les guérillas et qui essayent de faire entendre leur voix. Bon, sur cette note optimiste. Il y avait aussi, pour terminer, la joie qu'on a eue, enfin, je parle de moi et puis d'amis à moi, quand on a su que les femmes kurdes étaient devant Daesh et qu'on savait que pour certains, je ne pense pas que ce soit pour tous les musulmans, mais pour certains musulmans, on savait que si un combattant était tué par une balle tirée par une femme, il n'allait pas au paradis. Et on se disait, quelle chance, il faut mettre des femmes partout et mettre des cagoules sur tous les militaires pour qu'on ne sache pas si c'est une femme ou un homme qui tire et qu'en face, les islamistes soient en face d'une troupe non genrée en sachant qu'il y a des femmes dedans et qui risquent de rater le passage au paradis. Voilà. Eh bien, sur ces paroles, Eliane, nous allons peut-être donc conclure ce débat, à moins que Leïla veuille répondre. Non, c'est bon. Bon. Alors, je ne porterai pas de cagoule, hein. Je n'ai pas d'armes. En tout cas, Leïla, un très grand merci pour ce débat. Merci aussi à Eliane. Et puis, merci à Barberine pour avoir posé les questions du Q&A qui nous arrivaient au fur et à mesure. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.